Alors, très heureux de vous accueillir, Yann-Philippe Tastevin. On va donc s'intéresser à la seconde vie des déchets avec vous. On fera un focus pendant cette discussion sur une ville que vous connaissez bien, le Caire, où il se passe en matière de recyclage des choses assez surprenantes et dont on pourrait s'inspirer. Vous nous en parlerez. Mais évidemment, on va commencer avec un plan plus large sur nos déchets, et quelques chiffres aussi que vous nous avez envoyés. Alors, les déchets, qu'est-ce que ça représente? En chiffres, c'est tout de suite assez impressionnant. Je vous laisse les commenter, ces chiffres que vous nous avez envoyés. D'où viennent-ils, ces déchets? Voilà vos chiffres. Bonjour. Alors effectivement, ces déchets, quand on pense déchets, on imagine toujours ceux auxquels on est confronté quotidiennement, hein, les déchets ménagers. Mais si vous regardez attentivement ce schéma, vous apercevez que les déchets ménagers, représentés en rouge, constituent une infime partie du flux détritique. Et qu'on s'aperçoit qu'on a une variété. Voilà, on est à peu près plus de 300 millions de tonnes de déchets produits en France. Ce schéma, évidemment, vaut pour la France. Imaginez, après, on peut extrapoler à l'échelle du monde. Pour dire les choses simplement, on n'a jamais autant produit de déchets que maintenant, et pourtant, on ne les voit pas. Ouais. Donc voilà. Moi, je voulais juste attirer vos attentions sur cette variété-là. Donc on peut regarder les déchets les plus volumineux, vous en doutez, ce sont les déchets de construction. Ils sont de filière en soi sur lesquels on pourra revenir. Toujours dans cette façon de regarder un peu la production des déchets. Alors là, c'est par pays. On était en France tout à l'heure. Cette fois-ci, on a la répartition en fonction de différents pays. On voit qu'on se porte bien en France comme producteur de déchets. Je vous laisse commenter aussi ces quelques images. Voilà. Alors d'où viennent-ils? Qui sont-ils? Et puis après, on verra où ils vont. Là, c'est un travail qu'on a fait, effectivement, donc, de comparaison. Alors, la comparaison, elle est très facile à l'échelle des 28 pays européens, parce qu'on a des statistiques consolidées, annuelles. Finalement, ce qui fait l'intérêt de cette représentation-là, c'est que là, on a voulu faire des comparaisons méditerranéennes, dans le cadre d'un travail qui a donné lieu, je peux le citer à ce moment-là, parce que tout vient de là, d'une exposition qui s'appelait Vie d'ordures au MUSEM sur l'économie des déchets et du recyclage en Méditerranée. Alors, MUSEM, donc c'était à Marseille. Oui, c'était à Marseille. Cette exposition donc, est fermée. Elle a connu un beau succès, comme quoi les ordures, ça s'appelait Vie d'ordures, l'exposition. Les ordures intéressent et on a envie d'aller voir des déchets au musée. En tout cas, ce qu'on en fait, ça commence à nous préoccuper. Exactement, 150 000 visiteurs. Et effectivement, ils étaient interpellés par la composition de ces poubelles. Donc, si on fait des comparaisons entre le Maroc et la France, et vous verrez les implications que ça peut avoir. On produit 2 fois plus de déchets en France qu'au Maroc. Et si vous regardez de l'autre côté de la Méditerranée, vous avez 2 fois plus de déchets organiques que chez nous. Alors ça a des implications, on verra par la suite. Et alors là, toujours pour un peu cet état des lieux, la 3e diapositive qu'on vous propose, c'est le coût de ces déchets. Parce qu'effectivement, ça coûte de jeter. On l'oublie un peu, ça. Ça coûte de jeter, effectivement. Et surtout, je ne sais pas comment... si vous avez une idée de combien coûtent vos déchets. Petit sondage dans la salle. Un petit sondage, parce que vous savez Est-ce que quelqu'un s'en préoccupe? Est-ce que quelqu'un veut nous donner un chiffre de combien lui coûtent ces déchets? Donc cette fameuse taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui est indexée pas sur ce que vous jetez, mais sur la valeur locative de votre habitat. Et c'est un peu le problème qu'on peut avoir en France, c'est qu'en fait, cette forme de tarification ne nous incite pas à moins jeter. Et donc finalement, on est sur un modèle de collecte où les entreprises qui s'occupent de nos poubelles sont rémunérées en fonction du tonnage qu'elles collectent. Et ça pose évidemment des problèmes parce que l'idée, à mon avis, fondamentalement, ce serait de réduire tout ça. Alors on a d'autres exemples, ça c'est la France, mais si vous regardez des villes comme San Francisco, ou sans même aller jusqu'à San Francisco, plus près de chez nous en Italie, où là... ou à Besançon maintenant, bientôt peut-être à Grenoble, où on est en train de mettre en place des incitations tarifaires. Vous payez que ce que vous jetez. Donc évidemment, moins vous jetez, moins vous payez. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. On voit aussi 120 000 personnes qui travaillent dans la gestion des déchets en 2014. Cette question du travail, on y reviendra peut-être dans les comparaisons ou moins les allers-retours qu'on pourra faire entre la France et le reste du monde. Je voudrais juste attirer votre attention sur, pour traiter 10 000 tonnes de déchets en France, il faut 1 personne si vous mettez ces déchets en décharge. Il faut 3 personnes si vous les brûlez. Il en faut une 30aine si vous les recyclez.
Il en faudrait près de 800 si vous décidez de les réparer et de les revendre. Donc on voit que les choix de gestion qu'on peut faire ont des implications très fortes sur différents modèles. Oui, dans la société. On pourrait générer du travail, hein, c'est ce que vous nous dites, avec, avec ces déchets. Il y a là une source de travail. C'est ce que je pense, oui, effectivement. Puis, on le verra plus précisément et plus exactement encore avec l'exemple du Caire que vous connaissez bien et dont on parlait tout à l'heure. On le voit aujourd'hui, on a pris conscience du problème des déchets, de leur gestion, de comment les traiter. C'est relativement récent, cette prise de conscience. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu en arrière, pendant longtemps, il y a eu cette impression qu'il n'y avait pas de problème de déchets et qu'on pourrait toujours s'en débarrasser avec des choses assez spectaculaires en France, mais ailleurs aussi, aux États-Unis, où on a jeté par millions de tonnes les déchets à la mer, considérant qu'à partir du moment où on ne les voyait plus, le problème n'existait plus. Mais des comportements qu'aujourd'hui, on aurait beaucoup plus de difficultés à défendre, ce qui montre bien qu'il y a quand même une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. C'est vrai que si on y réfléchit dans notre histoire, le déchet est une invention récente. Pendant très longtemps, finalement, on n'avait pas de déchets. Tout ce qu'on pouvait produire, ce qui restait, on le réutilisait parce qu'on avait essentiellement des déchets organiques. Les chiffons faisaient du papier, on réutilisait les os. Et au fait, au tournant du XXe siècle, là, on a eu un basculement. On a eu une transformation de la nature de nos déchets. On est passé de déchets organiques à des déchets beaucoup plus minéraux, des os aux phosphates, des chiffons aux hydrocarbures. Et ainsi de suite. Et à ce moment-là, on ne pouvait plus les réutiliser de la même manière. Oui, parce que les déchets organiques, c'est finalement plus facile. On fait du compost, on nourrit les animaux. Enfin, ça rentre dans un cycle plus naturel, évidemment. À partir du moment où ce sont, comme vous dites, des phosphates, des déchets minéraux, on ne peut plus en faire c'est ce que nos collègues historiens appellent la rupture métabolique, où effectivement, donc on repoussait ces déchets qui ne pouvaient plus réutiliser, il fallait les stocker, on les repoussait de plus en plus loin dans les champs, et puis finalement les champs, ça ne suffisait pas. Et c'est vrai qu'au tournant d'après-guerre, on le sait maintenant, on parle de 50 millions de tonnes, la mer, qui était la destination finale, et qu'il est encore d'une certaine manière, parce que ces thématiques reviennent avec ce qu'on appelle finalement le 7e continent, on pourra revenir, mais c'est vrai que pendant très longtemps, le meilleur moyen de cacher ce qu'on ne voulait pas, c'était de le mettre à la mer. Et c'était vrai pour nos déchets ménagers, industriels, et c'était vrai aussi, par exemple, pour les déchets radioactifs. Pendant très longtemps, jusque dans les années 80, j'imagine que vous avez tous ces images en tête où on voyait les Zodiacs de Greenpeace essayer d'empêcher que les fûts soient jetés par-dessus bord des bateaux. Des fûts de déchets radioactifs, et là encore on considérait, mais ça paraît vraiment étonnant aujourd'hui, mais on considérait que ça se diffuserait, ça se diluerait dans la mer et qu'on n'en entendrait plus parler. Il y a vraiment Effectivement, il y avait comme ça une espèce, on a théorisé un peu la disparition en disant que de toute façon la radioactivité elle est naturelle, il y a une espèce de bruit et qu'il y aurait des effets de dissolution. Et donc les fûts, il y en a des milliers de fûts, effectivement, sont en train de fuir, ça pose des problèmes. Donc on a des fuites un peu partout. Et puis l'invention aussi, l'apparition du plastique avec ce nouveau matériau et cette idée un peu incroyable quand on y pense de créer un matériau très pérenne, c'est-à-dire qui disparaît, qui se biodégrade finalement très difficilement, mais de faire des objets jetables avec ce matériau, des trucs dont on se sert 10 secondes dans sa vie, d'une paille et on la balance, d'une touillette et on balance, mais tout ça est là pour très très longtemps. Ça aussi, quand on y réfléchit, c'est pas très bien pensé. Alors il y a un vrai basculement et c'est vrai que le plastique est formidable pour ça parce que c'est un matériau souple, solide, léger, qui va pouvoir remplir tout un tas de trucs. Et c'est vrai que si vous regardez l'invention de la bouteille en plastique, partons de la bouteille, une invention, Le Sieur en France, Le Sieur, puis Vittel et tout, c'est des inventions d'après-guerre. Ce qui est très intéressant avec cette bouteille-là, c'est que ça correspond à cette grande accélération, où vous avez comme ça des flux de logistique, l'endroit où on produit, l'endroit où on consomme qui s'éloigne, et vous avez comme ça des transports qui se mettent en place. Il faut absolument alléger les coûts de transport. Avant la bouteille en plastique, vous aviez des bouteilles en verre qui étaient consignées, qu'on pouvait réutiliser. Mais une bouteille en verre, c'est 750 grammes pour contenir 1 litre d'eau. Une bouteille en plastique, c'est 35 grammes pour contenir 1 litre d'eau. Donc le plastique, c'est formidable, mais il y a une qualité qui n'a pas, il n'est pas biodégradable. Le plastique ne va pas disparaître. Le plastique se décompose, se fragmente dans des particules de plus en plus fines qui se disséminent dans le milieu, et en particulier dans la mer.
Dans la mer. C'est-à-dire que quand je disais biodégradable, en fait, on considère que quand on dit un sac plastique, il faut 10 000 ans. Je dis le chiffre un peu de tête, je ne sais pas si je me trompe, on dit en 10 000 ans, il est biodégradé. En fait, en 10 000 ans, il disparaît. Mais les tout petits fragments qui sont plus visibles existent bel et bien dans l'environnement et rentrent dans la chaîne alimentaire et on finit par le manger, ce plastique. Voilà, alors il y a cette problématique effectivement de ce qu'on appelle la contamination de la chaîne trophique. Il y a ça, mais il y a aussi, par exemple, pour avoir discuté avec des spécialistes de l'Ifremer, où on est sur des modèles maintenant un peu, on s'aperçoit, par exemple, les collègues de l'Ifremer ont découvert au large de la Corse, en collectant ces fragments de microplastiques, des micro-organismes qui n'existaient pas en milieu interne. On s'aperçoit aujourd'hui que ces particules, en fait, sont colonisées et servent de radeau à tout un tas de petits organismes qui aujourd'hui arrivent chez nous par ce moyen-là. Donc voilà, donc là on est sur des formes émergentes de pollution dont on ne connaît pas exactement encore l'impact et on est en train de mettre en place des protocoles pour essayer déjà de quantifier. Et les quantifications, par exemple sur la Méditerranée, on commence à en parler, sont assez importantes. Les densités de plastique les plus importantes en milieu marin, on les trouve en Méditerranée. La Méditerranée, donc je vous rappelle qu'elle concentre 8% de la biodiversité mondiale. Alors, pour faire comme ça un peu avec quelques dates clés, dans les années 70, c'est la déferlante, c'est l'océan de déchets, on semble peu s'en préoccuper. Dans les années 90, on commence quand même à se dire qu'il y a un problème, alors on assiste à un verdissement du déchet, on peut le dire comme ça. Oui, on assiste à un verdissement du déchet, mais qui est très ambivalent. On produit aujourd'hui, en dépit de cette présentation, encore plus de déchets qu'avant. Donc il n'y a pas véritablement d'inflexion. Mais effectivement, on essaye, et c'est vraiment l'enjeu, et on en parlera peut-être avec ce qui se passe au Caire, ou en fait avec des mouvements qu'on retrouve chez nous de zéro waste ou de villes en transition, où en fait on s'aperçoit que finalement la solution c'est de réduire ces déchets. Et le meilleur moyen de les réduire, effectivement, c'est peut-être d'avoir des produits qu'on peut réparer plus facilement, des produits qu'on peut réutiliser. Le recyclage dont on parle beaucoup n'est pas la seule solution, voire pas la meilleure solution. Le recyclage, c'est une solution parmi d'autres et c'est un moyen très intéressant. C'est un moyen qui permet d'économiser la matière parce que ce que vous allez pouvoir extraire des déchets vous empêche. Voilà, vous allez économiser de la matière. Ça va aussi réduire les pollutions, mais effectivement, ça ne résout pas le problème. Alors, on va prendre cet exemple du Caire où pour le coup on recycle beaucoup. Alors, moi, je l'ai appris en préparant cette rencontre avec vous. Je ne savais pas à quel point le Caire avait cette spécificité. Alors là, c'est un quartier du Caire bien particulier. En tant qu'anthropologue, vous êtes allé là-bas pour faire une étude sur place. On le voit, là, en voyant cette image avec ces sacs poubelles sur tous les toits, on voit que le déchet est au cœur, en tout cas, de ce quartier. Expliquez-nous où on est et ce qui se passe dans ce quartier. Alors effectivement, peut-être que cette image, vous l'avez déjà vue, ou ce quartier, vous le connaissez, parce que c'est un quartier qui a été popularisé chez nous par Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle qui est arrivée dans ce quartier dans les années 70, qui était à l'époque un bidonville sur les marges de la ville. Et ce qui est étonnant, c'est quand on y retourne aujourd'hui, c'est que ce qui était à la périphérie est aujourd'hui pratiquement au centre. C'est devenu un quartier péricentral à la faveur de l'étalement de la ville. Et effectivement, cette image des toits terrasses que vous connaissez, on est sur des densités au Caire, 20 millions d'habitants, sur un tout petit morceau entre Nil et désert. Et du coup, on verticalise et les toits servent de zone d'entreposage pour un quartier qui s'est profondément transformé en 40 ans. Donc c'est nos collecteurs en fait qui étaient des villageois qui venaient du sud du pays pour arriver au Caire dans son bidonville, faire finalement ce qui était le dernier des métiers avant de tomber dans la délinquance, collecter des déchets. Et en une génération se sont transformés en fait en recycleurs. Et finalement, nos petites entreprises familiales sont aujourd'hui, on va montrer un peu comment, venues des multinationales de poche qui aujourd'hui se branchent sur des circuits comme ça, des circuits globaux de matières premières recyclées. Qu'on comprenne bien comment c'est organisé. Alors, pour les habitants du Caire, ils n'ont pas à payer, ils déposent devant leur porte, leur habitation, leurs déchets. Et ces sortes de chiffonniers des temps modernes, on pourrait les qualifier ainsi, viennent récolter régulièrement tous ces déchets et vraiment en font une ressource économique.
Écoutez, l'image, on n'est pas juste l'image qu'on peut voir et qui existe et qui est un véritable problème, c'est effectivement ces populations qui vivent sur et de la décharge. À l'échelle du monde, c'est quand même 50 millions. On a un pays, 50 millions de personnes qui vivent directement de la décharge. Donc ils vont aller chercher dans les dépotoirs ce dont ils ont besoin pour les ressortir. Là, on n'est pas du tout dans ce système-là. On est effectivement dans un système de collecte, de porte à porte, où les chiffonniers se répartissent les différents endroits de la ville. Une répartition qui a été mise à mal par la privatisation de la collecte. On a à un moment donné les multinationales, les entreprises étrangères qui sont venues spécialisées dans la collecte. On a voulu privatiser ces affaires-là. Finalement, ça n'a pas marché. Donc, les chiffonniers ont été évincés un temps et finalement, c'est eux qui restent parce que leur système est relativement efficace et peu cher. Parce que la prestation de service ne coûte rien aux habitants. Que veulent les chiffonniers? C'est avoir accès à votre poubelle. Parce qu'effectivement, dans votre poubelle, vous avez du papier, du carton, vous avez du verre, vous avez de l'aluminium, vous avez des métaux, du plastique. Et ça, maintenant, ils vont pouvoir le transformer et le revendre. C'est ce qui est assez intéressant parce que, ça n'est, comme vous le dites, ça n'est pas organisé, ça n'est pas financé par l'extérieur, c'est eux-mêmes qui s'auto-organisent et qui autofinancent cette démarche. Alors, il y a par exemple la collecte de canettes pour ensuite récupérer l'aluminium parce qu'évidemment, ils ne revendent pas les canettes telles quelles. Donc, il y a vraiment tout un travail de ces déchets. Et là encore, vous nous avez donné quelques images qui sont très parlantes. Donc là, toutes les canettes récoltées sont fondues. Alors, il ne s'agit pas du tout de faire l'angélisme. Vous allez découvrir maintenant les conditions de travail. Effectivement, on part de plus en plus de mines urbaines. Et là, on a vraiment aussi des forçats, on a vraiment des mineurs. Mais ce qu'on a voulu comprendre, effectivement, c'est l'efficacité. Parce qu'on est sur des taux de recyclage qui sont même 2 fois supérieurs à ceux, par exemple, de Toulouse. Et donc, voilà, la canette. Alors, la canette, c'est intéressant parce que vous savez, le déchet, c'est quand même cet envers à chaque fois. Pourquoi il y a autant de canettes au Caire? Il y a autant de canettes au Caire parce qu'après les États-Unis et le Mexique, c'est le plus grand consommateur de soda au monde. On pourra, dans une autre discussion, dire mais pourquoi on conditionne les aliments avec de l'aluminium? Ça, c'est une autre affaire. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ce gisement, pendant très longtemps, il était là. Il restait là, stocké et tout. Et à partir de là, ils se sont dit, mais voilà, on peut récupérer cet aluminium. Alors, on a des fours complètement artisanaux. Vous faites monter l'aluminium à 660 degrés, une température de fusion. Vous avez tous les déchets qui remontent et vous faites une coulée comme celle-ci qui vous permet d'avoir un aluminium plus ou moins pur, de qualité, qui sera revendu à la suite. Donc on a des lingots d'aluminium et quand vous dites revendu, c'est revendu, après c'est branché, comme vous le disiez tout à l'heure, sur le marché international. Ça peut arriver en Chine, ces lingots. Vous avez des boucles, l'aluminium, vous avez de l'affinage, vous avez toute une industrie en Égypte. Vous savez que l'aluminium, c'est ce qu'on sait, le mur recyclé. Donc là, vous êtes sur une boucle locale, mais effectivement sur les plastiques, on vous le montrera après. Qu'est-ce qu'ils font du plastique de leur poubelle? Mais maintenant, de plus en plus, nos chiffonniers du Caire sont de véritables grossistes exportateurs qui revendent aux Chinois. À tel point que les réglementations ont changé. Avant que la Chine ne veuille plus du plastique, le gouvernement égyptien a décidé de taxer à l'export. Qu'est-ce qu'ont fait les Chinois? Ils sont venus en Égypte, au plus près des gisements, avec leurs usines, pour pouvoir traiter sur place le plastique. Alors, vous parliez, non seulement ils revendent le plastique, mais aussi ils le tissent, ils en font des tapis. Alors là, c'est une vidéo, donc je vous laisse commenter un peu ce qu'ils font. Voilà, donc je vous ai parlé d'un quartier. Donc l'image qu'on avait de ce quartier, c'était effectivement cette image vue d'en haut, avec ces toits où se stocker l'ordure. Alors évidemment, quand vous allez là-bas, les gens font corps avec l'ordure fait architecture et tout, mais on a une véritable transformation. Finalement, c'est mis en place une petite industrie à ciel ouvert, et finalement tous les bas d'étage sont devenus des ateliers. Et vous avez comme ça un centre multifilière de recyclage qui s'est mis en place à ciel ouvert. Et là, on est dans un atelier, l'atelier de Magdi, qui se sont mis à investir dans des machines de seconde main qui, elles aussi, viennent de Chine. Donc là, on extrude. On extrude, alors après avoir collecté le plastique, l'avoir trié par famille, parce que vous savez que vous avez des grandes familles de plastique qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. Ce qui est passionnant pour l'anthropologue que je suis, c'est que en fait, nos chiffonniers sont devenus des chimistes autodidactes qui ont développé tout un tas de protocoles pour reconnaître les plastiques
de manière très, très simple et très efficace. Et on fabrique la résine plastique vierge se présente sous forme de pellet. On refait des pellets comme ça. Alors la couleur du pellet dépend du tri que vous avez. Et vous allez après dans les quartiers du Nord. Alors les quartiers industriels, vous aviez au Caire des filatures très connues d'État qui a employé plus de 100 000 ouvriers qui sont tombés complètement en désuétude. Et finalement, ces jacquards, aujourd'hui, sont complètement réhabilités, revitalisés par le tissage de ces fibres plastiques pour produire des objets de bien courant. C'est intéressant de voir ça parce qu'on voit qu'effectivement, comme vous le dites, ils sont équipés. C'est pas uniquement des gens sans sous du tout qui récupèrent une certaine non, vous inquiétez pas, l'image, ce qu'on a là n'est pas diffusée. Mais on a effectivement des gens qui sont équipés. Ce sont des vraies petites entreprises. Ça veut dire que ça rapporte et que c'est une économie qui fonctionne, même si, vous l'avez dit, il ne faut pas faire non plus d'angélisme et que c'est des conditions. Comment ils sont perçus dans le reste de la ville, ces gens? Est-ce qu'il y a une sorte quand même de mépris à l'égard de ces gens qui vivent du déchet, ou est-ce qu'ils ont acquis une reconnaissance, un statut? Mais ici comme ailleurs, l'ordure est infamante. Donc le prix, c'est celui de la relégation sociale. D'autant que il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est que les chiffonniers sont majoritairement chrétiens. Donc voilà, tout ça se chevauche. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, loin de ces images misérabilistes, on voit vraiment une classe de petits patrons chiffonniers qui est en train d'émerger et qui change la donne. Alors il y a aussi d'autres, pour les ordures ménagères organiques, d'autres filières. Là aussi, on élève des animaux dans la ville même pour recycler ces ordures ménagères. Souvenez-vous, une des premières slides où vous aviez la composition de ces poubelles, où je vous disais qu'au sud de la Méditerranée, on produit 2 fois moins de déchets qu'au nord, et que ces poubelles sont à 2 fois plus d'organique. Donc l'organique, c'est complètement... Vous n'avez pas d'incinérateur au sud de la Méditerranée. Pourquoi vous n'avez pas d'incinérateur? Parce que ce sont des investissements très lourds et vous n'allez pas brûler de l'organique. Ça n'a vraiment pas de sens. Et du coup, en fait, effectivement, les cochons sont vraiment, dans ce cas-là, les meilleurs alliés des chiffonniers, et ce qui explique les performances de recyclage qu'ils ont, parce que c'est pratiquement 60% de déchets organiques, ils vont devenir un compost de très bonne qualité à la faveur des cochons. Ce qui est, pour vous me demandiez comment étaient perçus les chiffonniers, il faut savoir que la grippe aviaire est devenue en Égypte une grippe porcine. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de cette controverse, mais en fait, je ne sais pas si on l'appelle comme ça, le cheptel de porc a été massivement tué pour, soi-disant, empêcher la propagation de cette épidémie. Et du coup, en fait, le débouché pour 60% des flux organiques a disparu du jour au lendemain. Donc on est dans un pays autoritaire, donc quand une décision est prise, ils les ont tués. Ça a été un vrai problème, à tel point qu'aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture et les vétérinaires cherchent par tous les moyens à réintroduire le cochon pour régler ce problème du compostage des déchets organiques qui n'ont plus débouché. Un mot sur le travail d'anthropologue, parce que on imagine que pénétrer ce milieu, l'étudier de près, c'est pas forcément évident. Comment vous avez fait pour travailler sur place et puis comprendre un peu les mécanismes de cette organisation? Alors ce qui s'est passé, c'est que ça a été un travail collectif. Donc déjà, on était plusieurs, et parmi nous, un jeune doctorant qui avait vécu dans ce quartier pour faire sa thèse, que moi j'avais pu rejoindre, et c'est vrai qu'on a circulé dans ces réseaux. Et ce qui était, pourquoi finalement ça s'est bien passé, c'est parce que toute cette dimension un peu politique, je vous ai dit, de la stigmatisation, la question religieuse, c'est pas des choses sur lesquelles on était, mais on était sur justement ces savoir-faire, sur ces ateliers qui se mettaient en place et sur la transformation du quartier. Et finalement, revisiter ce quartier à partir des ateliers, ça change complètement la donne. Vous êtes pris finalement dans le flux des choses qui arrivent, qui repartent, et la transformation, et c'est comme ça qu'a pu se faire ce travail. Alors avant de prendre les questions dans la salle, d'autres exemples dans le monde qui sont peut-être aussi à suivre, ou en tout cas qui semblent intéressants. Alors on ne pourra pas tous les faire, mais vous m'avez parlé du compostage à San Francisco, vous m'avez dit aussi que du côté de Séoul, d'Istanbul, en Italie aussi, il y a des choses intéressantes. Je vous laisse prendre les exemples qui vous semblent les plus parlants. Mais des exemples les plus locaux, je pense que
pour réduire finalement la composition de cette poubelle, pour réduire ce qu'on appelle les ordures ménagères résiduelles. Finalement, ce sac gris, le geste le plus simple, c'est de composter, parce que c'est quand même 30% d'une poubelle en France, ça reste de l'organique. Donc si finalement il y a quelque chose qu'on pourrait faire en sortant de cette salle, c'est de composter. Et composter, c'est pas rien, parce que justement, c'est se confronter. C'est se confronter à l'ordure, c'est se confronter à la matière, comme pouvait le faire le chiffonnier avant qu'on invente la poubelle. Ouais. Finalement, l'invention de la poubelle nous a séparés de notre production d'électrique. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que d'une manière ou d'une autre, il faut se la réapproprier. Et le premier geste qu'on peut faire, c'est celui de composter. Alors, ce qui est intéressant avec San Francisco, ce qui est intéressant avec les villes en transition du zéro waste en Italie, avec ce qui peut se passer au Japon, à Séoul, j'étais à Séoul, où on fait du compostage pour 5 quartiers de la ville, c'est-à-dire 2 500 000 habitants, où vous avez une collecte sélective des déchets organiques, parce que si vous... Ce qui paraît insensé, c'est qu'on mélange tout, et après on dépense une énergie folle à séparer ce qu'on a mélangé au départ. Ouais. Donc voilà, donc il y a tout un tas de solutions, des incitations tarifaires au début, des collectes qui peuvent être plus sélectives, le compostage. Évidemment, on a parlé beaucoup de recyclage, mais avant le recyclage, je vous en disais tout à l'heure, voilà, réfléchissons à comment on peut concevoir des objets qui vivent plus longtemps, qu'on peut plus facilement réparer, qu'on peut réutiliser. Si on prend le cas toulousain, des recycleries par exemple, c'est des choses qui marchent très bien. Aujourd'hui, quand vous allez à votre déchetterie, eh ben, vous avez la possibilité, un objet, plutôt que de le jeter dans une benne qui va partir dans la valorisation matière et tout, de pouvoir le donner à des gens qui vont le réparer et le remettre en vente sur le marché. Alors, on va prendre des questions dans la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, on va vous apporter le micro. En attendant, je vous livre la première qui nous arrive sur YouTube, puisqu'on est suivi en même temps en direct sur les réseaux sociaux et sur YouTube. C'est Guillaume qui vous demande, on a récemment entendu parler d'une enzyme capable d'accélérer la dégradation du plastique. Est-ce que c'est une piste prometteuse ? Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là. J'en parlais justement avec mon collègue Laurent Casser du laboratoire Génie Chimique, qui m'expliquait que peut-être ces enzymes, on pouvait les utiliser pour dissoudre les plastiques. Si vous prenez un téléphone, vous avez des métaux qui ont une valeur intrinsèque qu'on va essayer d'extraire et de récupérer. Mais ces métaux, ils sont prêts avec les plastiques. Si vous brûlez les plastiques, vous endommagez les métaux. Ces enzymes-là, peut-être elles vont pouvoir nous aider à dissoudre les plastiques pour récupérer les métaux. Mais de là à dire que l'océan... Voilà, de là à dire que tous les plastiques qui se dispersent actuellement dans les milieux vont être digérés par ces enzymes, ça je sais pas. Un lâcher de bactéries sur tous les océans de la planète pour faire disparaître le plastique, ça paraît pas la solution. Moi je méfie des solutions comme ça, uniques, comme ça un peu presque magiques. Très bien. Monsieur. Merci. Je me posais la question suivante. En fait, vous nous avez donné dans le détail, merci pour tout cela, le détail des processus dans lequel on voit bien que c'est assez mal fait tout ça. Mais il y a au-delà du détail, il y a aussi l'aspect global. Que penser du système dans lequel en fait l'obsolescence programmée est organisée pour que le consumérisme puisse fonctionner? Que penser aussi du fait que dès qu'on veut donner du travail aux gens, en même temps on prend une maladie grave qui s'appelle la charge sociale et qui met la fin rapidement à toute recherche de boulot. En bref, le système capitaliste avec le néolibéralisme, est-ce que c'est pas ça qu'il faut attaquer, quoi? Alors, je vous laisse vous débrouiller avec cette question. Écoutez, moi je pense véritablement que les déchets nous incitent à repenser la manière dont on conçoit, dont on produit et dont on distribue aussi bien le produit alimentaire, parce qu'on parle de gaspillage aussi, que les biens de consommation. Véritablement, oui. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous. Et qu'effectivement, on s'aperçoit que les choix qui sont faits sont des choix techniques, mais aussi des choix politiques, et qu'on peut en faire d'autres. Et c'est pour ça que toutes les initiatives qui sont prises aujourd'hui de transition à l'échelle de ces villes sont intéressantes, parce qu'elles nous montrent que d'autres chemins sont possibles. Voilà. Et en tout cas, je pense, vous parlez d'obsolescence et tout, là où nous pouvons faire un effort véritablement, c'est dans la manière de concevoir nos objets, pour qu'ils soient plus durables, plus réparables.
Est-ce que dans certaines solutions qui nous sont présentées comme des solutions développement durable, de recyclage, il n'y a pas justement une façon d'éviter de remettre un peu trop le système en cause? Je pense par exemple quand on dit, bon, les bouteilles plastiques, maintenant on peut les recycler et on en fait des laines polaires, des vêtements. On a l'impression qu'on ne décale que de 20 ans le problème, parce qu'une fois qu'on a utilisé ces déchets plastiques, qu'on en a fait une veste en laine polaire, bon voilà, 20 ans plus tard, cette veste, ou même peut-être avant, elle va être elle-même jetée. Qu'est-ce qu'on fait de cette veste polaire? Finalement, on n'a pas vraiment réglé le problème, on a juste prolongé un tout petit peu la vie, mais ce n'est pas vraiment une solution durable. Effectivement, on a gagné du temps. C'est déjà ça, mais ça ne suffira pas. Je pense que la véritable limite en fait, du recyclage, c'est que si on reste sur des taux de croissance, on parle du plastique, mais prenons des métaux, comme le cuivre aujourd'hui. La demande de cuivre augmente chaque année de 3%. Ça veut dire que cette demande va doubler en 20 ans. Donc avec le doublement de la demande en 20 ans, avec ce taux de croissance annuel de 3%, ça veut dire que même si on arrive par le chiffonnage, par tout un tas de systèmes, à récupérer complètement la totalité du cuivre qui ont été produits pendant ces 20 ans, eh bien, alors attendez. Si je suis votre raisonnement, puisqu'on a doublé la consommation de cuivre, même si on a tout récupéré, il nous faut toujours on ne encore répondra pas à la demande. L'autre moitié. Plus qu'une autre moitié, voilà. Parce que là, on est sur des croissances exponentielles de la demande, et donc voilà, on n'y arrivera pas. Je pense que c'est ça la limite, véritablement. Donc à un moment donné, effectivement, il va falloir interroger nos modèles. Ouais, ça pose la question de la croissance. On ne peut pas consommer, augmenter indéfiniment et espérer voir les déchets disparaître. Exactement. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez beaucoup parlé des traitements à base humaine. C'est dommage de voir des enfants en train de ramasser des ordures et des ouvriers respirer des polluants à base des peintures dans les fours. Vous avez peut-être omis les process industriels européens ou mondiaux, Europe de l'Ouest. Les déchets actuellement, on récupère la totalité des métaux, vont dans une usine d'incinération, fabriquent de l'électricité, fabriquent du chauffage. À Toulouse, on a la moitié de la ville qui est chauffée par l'usine, fabriquent du froid, les hôpitaux, fabriquent des soubassements de routes. Donc tout un process industriel qui est possible par de l'investissement. Donc peut-être que le système capitaliste peut amener des solutions. Ah. Effectivement. Alors là, vous avez avec la présentation que je vous fais, vous avez qu'une partie de ce qu'on est en train de mettre en place. Je vous invite vraiment, à la fin de cette discussion, d'aller sur le stand et d'aller voir justement les procédés qu'on est en train de mettre en place pour le recyclage des batteries, qui est un véritable enjeu. Les recyclages des batteries Toyota, la mise en route de la Toyota Prius, c'était en 1997. Et donc là, vous avez un flux de batteries qui est en train d'arriver avec des concentrations de métaux, dont les terres rares, qui sont importants. Et il se trouve qu'ici à Toulouse, vous l'avez bien dit, avec une PME de l'Aveyron, ont été développés des procédés qui permettent aujourd'hui d'extraire de ces batteries du nickel et ces fameuses terres rares qui vont pouvoir être réinjectées dans le cycle productif. Donc oui. Toute petite dernière question pour conclure, puisque c'est le thème de ce forum. Que reste-t-il à découvrir en matière de déchets? C'est une vaste question. C'est une façon pour vous de dire ce que vous n'avez pas pu dire. Un petit post-scriptum, évidemment, vous ne pourrez pas répondre de façon exhaustive. Que reste-t-il à découvrir en matière de traitement des déchets? Je pense que vous l'avez bien dit, vous avez une série d'exemples qu'on a maintenant. Je pense que, j'allais dire, tout ne reste pas à découvrir, mais aujourd'hui, on doit faire face à des quantités qui sont telles qu'effectivement, c'est l'ensemble des initiatives, des alternatives qui peuvent être proposées, qui doivent nous aider à... Alors, je ne sais pas, faut-il parler d'adaptation, de s'adapter à un monde qui advient, en tout cas à changer, mais c'est pour moi une question un peu vertigineuse, parce que, voilà, elle interroge les fondements. Oui, on le voit d'ailleurs, là les questions qui sont posées sont des vraies questions de société, des questions de choix politiques avant tout. Voilà, et qui sont aujourd'hui des choix globaux, parce qu'effectivement, ce qui nous impacte ici, ou ce qui impacte les Chinois, nous impactera après. Donc là, on a des gros défis devant nous, et j'espère qu'on arrivera à répondre ensemble. Merci Yann-Philippe Tastevin, et merci à vous pour votre attention.